Ça, c'est le traduit. Ça, c'est le traducteur. Ah oui, bonjour. Madame, messieurs les photographes, une dernière photo, s'il vous plaît. On est un peu en retard. Il y aura beaucoup de questions. Ça va être compliqué, je sais pas. Larsen Mosca. Ah bah oui, c'est mon gros. S'il vous plaît, on va être obligé de commencer la conférence de presse. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, je découvre une autorité naturelle que je n'ai pas du tout, mais je vais... Si, elle est là, elle est là. En tout cas, elle est dans l'intention, on va dire. Je t'aide, je vais faire, j'ai beaucoup de force. À nouveau, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, bienvenue une fois encore à la conférence de presse de novembre, le nouveau film de Cédric Jiménez. Je suis très content d'être là et j'espère que vous l'êtes tout autant que je le suis. Juste avant de commencer le tour de table et de présenter celles et ceux qui nous font la gentillesse d'être présents donc autour de la table, je vais saluer Stéphane Bach, Raphaël Kénard, Sofiane Kames et Sarah Afshin qui sont comédiens du film et qui sont également dans la salle, ainsi que les producteurs Hugo Sélignac et Mathias Rubin. Voilà. Et ils méritent vos applaudissements, comme d'ailleurs ceux qui sont à mes côtés. J'ai quand même cet immense honneur d'avoir une des plus belles tables du cinéma français aujourd'hui, donc je vais savourer le moment. On va faire ça dans l'ordre très simple, voilà, de l'extrémité, avec Olivier Demangel, qui est le scénariste du film et qui est également celui de Tirailleurs, qui a ouvert un certain regard. Sami Outalbali, qui était là l'année dernière pour le très beau Une histoire d'amour et de désir et qui revient sur La Croisette. Sandrine Kiberlin, qui a un peu la chance d'être dans les meilleurs films de Cannes cette année, puisque le Emmanuel Mouret est novembre de Cédric Jiménez. Donc bravo et merci, chère Sandrine. Ai-je besoin de présenter Jean Dujardin? Ben oui, effectivement, comme tout le monde. Bonjour Jean, on est ravis. Un virtuose de la réalisation, et je pèse mes mots, Cédric Jiménez est avec nous et c'est le réalisateur du film. Elle aussi, elle brille, a fortiori ce matin avec son costume, mais également le moulant vous va très bien dans le film de Quentin Dupieux. Bonjour Anaïs Desmoutiers. Et c'est peut dire qu'elle est sensationnelle dans le film, Lina Coudry. Bonjour, bienvenue et merci d'être là. Alors comme il y a beaucoup de questions et que j'ai envie effectivement d'être un peu démocratique, même si je sais que ça n'est pas très à la mode, je vais me permettre de poser la première question à la fois à Olivier et à Cédric sur la jeunesse du projet, le choix extrêmement fort et à mon avis indispensable, mais c'est une opinion personnelle, de laisser hors champ tout ce que nous connaissons de la tragédie pour se concentrer effectivement sur ces histoires humaines, d'enquête, d'investigation et de course contre la montre. Puis après, je vais tendre le micro effectivement à toutes celles et ceux qui ont la gentillesse de venir aujourd'hui, parce que je ne veux pas les frustrer, même si moi je le suis, mais c'est pas grave, je survivrai. Voilà. Donc Olivier, Cédric, vous connaissez la première question, je vous laisse répondre peut-être. Alors moi je vais commencer rapidement pour dire que j'ai initié ce projet en 2017 après avoir proposé ce scénario à Mathias Rubin, que j'ai développé tout seul, avec l'ambition de réussir à raconter cet événement très traumatisant, mais sans jamais revenir sur le traumatisme, mais en racontant plutôt l'onde de choc et comment, dans un événement pareil, des services publics se mobilisent. Alors ça aurait pu être aussi les hôpitaux, ça aurait pu être d'autres services, mais en l'occurrence la police, pour que la société tienne bon. Et ça a été vraiment ce que je voulais raconter. Et ensuite, il y a eu un gros temps de recherche, de lecture, de rencontres, pour réussir à raconter comment ce service fonctionne, par où il passe, et comment cette enquête s'est menée de manière très très compliquée. Et voilà, c'est à peu près la genèse du film. Était dès le départ, c'était un postulat, on ne dérogerait pas là-dessus. Je trouvais complètement, à mon sens en tout cas, c'était impudique de les montrer. Donc alors peut-être que ça aurait été possible dans d'autres cas de configuration, mais moi je n'imaginais pas qu'on pouvait recréer ces événements-là dans un film. Cédric. Il a très bien résumé son travail.
Moi, je suis arrivé sur le projet avec Olivier, en fait. Olivier donc, avait déjà écrit ce scénario, donc c'est vrai que c'est un exercice que je n'avais jamais fait auparavant. Et quand j'ai lu le scénario et que j'ai vu l'angle qu'avait pris Olivier, la pudeur dont il parle, la sobriété, la dignité qu'il y avait dans ce texte, ben, je me suis dit, je dois faire ce film absolument. C'est un film important. Et donc je me suis mis au service du projet complètement. Et ensuite, 1 an et demi de travail pour arriver ici. Et on est très heureux. Et bravo. Merci. Déjà, et encore. Alors, des questions, j'en ai d'autres. Hein. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Alors, bonjour monsieur avec le polo rouge. Vous avez bien fait, ça c'est une bonne idée au premier rang. Bonjour, Laurent Ganassia de CNews.fr et Radio Shalom. Je voudrais poser une question à Lina Coudry, que je trouve d'une cinégénie et d'un magnétisme exceptionnel dans le film et en général. Je voudrais savoir comment on se prépare à un personnage pareil, qui est un personnage un petit peu fantôme, qui existe dans la vraie vie, mais dont on sait peu de choses. Et j'imagine que le secret défense a dû aussi agir pour préparer, on va dire, l'équipe de tournage à l'appréhension de ce personnage. Donc, vous vous êtes servi de quelles informations, de quelle préparation pour pouvoir incarner au mieux, sans la trahir, et en étant fidèle au scénario, donc ce personnage emblématique du film qui est vraiment passionnant. Bah, déjà, merci. Mais c'est exactement ce que vous dites, être fidèle au scénario. Effectivement, j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer, donc il a fallu que je la crée, que je l'invente, que j'y trouve finalement une construction de personnages comme pour d'autres films où c'est des personnages qui n'existent pas. Là, on avait quand même quelques éléments. Enfin voilà, c'est l'histoire comme elle existe vraiment. Mais il a fallu que j'y ajoute des choses de moi et qu'on crée aussi avec Cédric. Beaucoup, c'est aussi son regard et sa direction qui fait que voilà, ça donne ça. Merci. Il y a une autre question, je crois. Alors, bonjour. Moi, c'est Claudia Aubert, c'est la télé allemande. En fait, je voulais savoir en quoi est-ce que ces événements du 13 novembre marquent une césure dans l'histoire récente de la France. Dans le film, on dit il y a un avant le 13 et après le 13 novembre. Et juste pour revenir aux recherches avant, est-ce que vous avez eu des consultants, des anciens policiers, ou parce que vous êtes vraiment au cœur de cette équipe? Je me permettrai de prolonger les questions. Est-ce que les comédiens qui interprètent justement et les comédiennes qui interprètent ces corps de métier, vous avez rencontré des gens effectivement du terrain, peut-être pour vous inspirer de leur travail, de leur gestuelle, parce qu'en plus il y a quand même quelque chose de cela. Donc voilà, pardon, je complétais juste votre question, mais je vous laisse répondre. Oui, on a rencontré effectivement certaines personnes de l'ASDAT, notamment le personnage qu'interprète Sandrine. Le mien aussi, d'ailleurs, est venu sur le plateau. On a rencontré des gens aussi, du RAID et de la BRI. Voilà, on glane des informations, on les écoute, et parfois même sur le terrain, pendant la séquence, il n'était pas rare que certains policiers nous disent on va plus vite que ça, on développe moins, on n'a pas le temps de parler comme ça. À chaque fois, on avait toujours ce souci avec Cédric de coller évidemment au réalisme et au tempo que l'événement demandait. Sandrine, peut-être? Moi, je l'ai rencontrée plus tard, la femme que je joue. Je l'ai rencontrée en cours de tournage. Elle était venue voir une séquence se tourner. J'aime bien, j'aime assez ne pas être impressionnée par cette femme que j'aurais sans doute voulu peut-être imiter, ou qui était d'ailleurs du reste loin de moi, même physiquement. On a créé avec Cédric un personnage d'autorité sans jouer l'autorité, je crois. Enfin, on n'a pas cherché à la jouer, en tout cas. Il fallait qu'elle s'impose d'elle-même dans une circonstance aussi extrême, quoi. Donc, on a inventé notre Héloïse. Et puis comme vous dites, c'est un service qui est un peu particulier parce que déjà ils sont tous sous fausse identité. C'est un service qui est secret défense, effectivement. Ils sont souvent menacés, donc de toute façon on a gardé ce qu'ils étaient, on a gardé leur fonctionnement, on a gardé leur façon de travailler, leur profil, mais on les a changés relativement suffisamment pour qu'ils ne soient pas reconnus ou dévoilés. Donc ça a été un exercice un peu hybride, mais ce qui est dans le film est vrai dans le sens où c'est leur façon de travailler, c'est leur méthode, ce côté très collectif, très organisé, très pyramidal, avec une nécessité d'efficacité totale. Et pendant ces 5 jours-là, particulièrement parce qu'ils
parlait d'effet tunnel, ils n'ont fait que ça. Ils se sont concentrés qu'à ça. Ils ont laissé leurs émotions de côté. Ils ont laissé leurs ressentis, même s'ils en avaient, bien évidemment. Ce sont des êtres humains. Donc ils étaient très frappés, très touchés par les événements. Mais ils ont dû laisser leurs émotions de côté, comme le dit d'ailleurs le personnage qu'interprète Jean au début du film. Ils n'avaient pas la place. L'échec était impossible. La responsabilité trop forte. Donc il fallait rester très focus sur l'enquête jusqu'à ce que, en tout cas, cette première partie se termine et qu'ensuite ils puissent déployer les années suivantes sur une enquête plus administrative. Donc c'est vraiment ce qu'on a recherché à faire. Et pour répondre à votre question sur l'avant et l'après 13 novembre, évidemment c'est un traumatisme d'une violence inouïe, des scènes de guerre à Paris. La France n'avait pas vécu ça, donc c'est le genre de traumatisme qui laisse des traces, qui malheureusement tend, qui unit aussi, et forcément on n'en sort pas indemne. Donc il y a toujours un avant et un après sur un traumatisme aussi violent. La question de l'émotion, elle est intéressante parce qu'elle est incarnée aussi d'une autre manière par le personnage d'Anaïs Desmoutiers, qui elle a du mal à gérer son émotion. Elle est obligatoirement impliquée, elle est d'une autre génération que celle que représente Jean Dujardin ou Sandrine Kiberlin. Et vous apprenez effectivement à vous débarrasser de cette émotion, même si à la fin c'est votre intuition d'une certaine manière, c'est-à-dire quelque chose de terriblement humain, absolument un choix humain dans une logistique. C'était intéressant aussi de travailler cette progression, cette mise en retrait, j'allais dire, c'est... Ouais, ça c'est quelque chose qui me passionne vraiment dans les films comme ça qui s'insèrent dans un milieu où la fonction du personnage ou son métier est importante, est aussi importante. Et là, en effet, oui, voilà, je pense aux films de procès ou aux films quand on joue un avocat. Et là, je jouais cette jeune femme enquêtrice. Pour moi, c'était passionnant justement pour cette espèce de frottement entre sa fonction, son besoin de garder la face, comme dit le personnage de Jean, d'aller au bout sans affect, et en même temps tout repose sur de l'humain, sur de l'instinct, sur une forme de regard. Enfin, j'ai trouvé ça fascinant hier quand j'ai revu le film, à quel point je trouve que c'est un film où on voit les gens se regarder, on voit les gens s'écouter, et en fait ça n'est que ça, même s'ils sont très rigoureux, très méthodiques, et qu'il y a un protocole à respecter tout le temps. Finalement il s'agit d'intuition. Mais la mise en scène de Cédric travaille cette dimension humaine. Il y a souvent des amorces de plans subjectifs. En tout cas, on comprend qu'on est en train de regarder ce que quelqu'un éventuellement pourrait regarder. Je trouve que ça donne une force d'incarnation qui humanise effectivement cette mécanique imparable, ce compte à rebours. Et je trouve que c'est une excellente idée. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voyez, j'ai menti. Je vous avais promis que je vous laisserais la parole, et en fait, pas du tout. Mais c'est ça, l'autocratie, ça fait du bien. Good morning, how are you? Hello, good morning. Tim Burrows, Fab UK Magazine. Tim Burrows, magazine britannique. Je vais parler anglais, je ne parle pas français. Question pour Cédric. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour tourner ce film du fait de la sensibilité et de toute l'émotion qu'il y a autour des personnes qui ont véritablement vécu ces événements? En français, puis je pense que vous avez un casque au cas où. I can do it in English if you want. French, ok. Non, il n'y a pas eu véritablement, si vous voulez, du fait qu'on ait vraiment gardé le point de vue des enquêteurs et qu'on n'ait pas du tout voulu recréer les attentats. La seule scène qui pourrait s'apparenter à ça, c'est la scène de l'hôpital, mais qui est une scène qu'on a essayé de faire de façon excessivement pudique, que ce soit dans les cadres, dans sa durée, et dans ce que l'on montre, et on reste uniquement sur ce pourquoi ils sont venus, c'est-à-dire récupérer des informations. Donc on a préféré au contraire ne pas solliciter les victimes parce qu'on ne voulait pas raviver une douleur inutilement quelque part, parce qu'on n'avait pas besoin de leur participation. Et donc non, on n'a pas eu de problème. Forcément on a le problème de la responsabilité, parce qu'on veut être très respectueux, on veut être très humble et on veut blesser personne, mais on n'a pas rencontré de problème particulier, à part les problèmes qu'on se pose nous-mêmes. Is that okay for you? Yes? Alors, question suivante, s'il vous plaît. Oui, levez-vous quand vous avez le micro, pardon, parce qu'on est un peu aveuglé. Merci, bonjour madame, a priori. Oh, sorry. Vous avez le micro, donc a priori, vous avez un indice. It's a clue. You can speak. You have the mic.
Okay, thanks. Cynthia Carina from 3CR Radio in Australia. Une question d'une radio australienne. Je vous remercie pour ce film. Question pour les acteurs. Monsieur Dujardin, avec votre personnage, voilà, un instant. Pour l'instant, on a précisé que vous étiez une star. Voilà. Donc, I'm so French. I know, je sais. Vous êtes dans mon pays. Je suis Cynthia Carina, j'ai habité en Australie. Welcome. Bienvenue, bienvenue. From 3CR Radio in Australia. And thank you for making the film. Donc merci pour ce film. Ma question est pour les acteurs. Le personnage de Jean Dujardin a le rôle qu'il joue. Avez-vous été traumatisé un peu par ce rôle? Et je suis curieux de poser cette question aux acteurs. Cet événement a eu lieu dans votre pays, dans votre ville. Est-ce que cela vous a aidé pour faire ce film? Mais de toute façon, ça a dû être très difficile pour vous de faire ce film. Donc je me demande comment vous avez fait face à tout cela. Thank you. C'est une question pour tout le casting. Oui, c'est une question. Tu veux répondre? Comment on a fait face à ça? Comment on a fait face à ce en se concentrant uniquement, je suppose, un peu comme les gens de la sous-direction antiterroriste, en se concentrant uniquement sur l'événement, sur leur capacité de travail énorme, en blindant les choses, forcément, en étant dans la dignité et dans l'urgence et dans la rigueur et en jouant en fait tout ça, parce qu'il n'était pas évidemment question de jouer autre chose que ça. On n'est pas là pour héroïser le personnage, on n'est pas là pour travailler une psychologie. On n'a pas le temps. Le film, on le sent bien, dès la lecture, on est dans le collectif, on accepte ça, on l'accepte comme ça, en l'état. Donc on se laisse gagner, et parfois, effectivement, il y a des moments très, très importants. Notamment, je me souviens de ce soir, dans l'Asdad, justement, quand on a remis le discours du président Hollande. Ça a été un moment fort, forcément, où une espèce de mélange des genres. On se dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et on se dit, je crois que je suis en train de faire quelque chose de bien. Je crois que je suis en train de me souvenir. Je crois que je suis en train de dire qu'il y a des gens qui travaillent pour nous. Et c'est parfois compliqué, on sait la fonction de policier, de flic, on va dire. Mais sans ces gens-là, c'est le chaos. Donc on sait que c'est des moments forts, on n'aime pas le mot, mais ce sont des héros français, je trouve. Il y a cette dimension-là. Donc on a une responsabilité, on va au bout, on est accroché au scénario, on est accroché à la demande du metteur en scène, au rythme du film, et ensuite on est avec nous. Quand on rentre, on y repense, c'est comme un humain en fait. Mais la question est importante, parce que moi je me souviens quand Cédric m'a proposé le film, j'avais une réticence par rapport à la proximité des faits. C'est il y a 7 ans seulement, donc on a tous été transformés par cette horreur. Et donc la seule façon, effectivement, ce que disait Olivier tout à l'heure et Cédric, c'était le seul point de vue possible était celui-là pour moi, en tout cas, qui était les coulisses de l'enquête. Et en lisant le scénario, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, comme Jean, que le film allait servir aussi à ne pas oublier et à comprendre, à même apprendre par où sont passés par où est passée toute cette tous ces gens qui ont mené vraiment de front une enquête pour nous protéger, quoi. Et donc là, c'était un parti pris, je trouve, qui rendait la chose possible, voilà, qui rendait la chose même nécessaire, en fait. Samy, peut-être, puisque vous êtes d'une autre génération, qui avait connu également aussi cet attentat. Comment est-ce que vous avez abordé? Est-ce que justement, vous aussi, vous avez dû travailler sur l'émotion, sur le souvenir, sur les amalgames qui ont été faits à l'issue des attentats? Comment est-ce que justement on essaye de travailler tout ça au moment d'interpréter le personnage que vous interprétez? Ce qui est fort avec ce film, et surtout les personnages que j'ai eus, mais que les acteurs et les actrices qui font partie de l'ASDAT avec moi, on a eu à jouer, c'est que l'événement nous a tous touchés. Il a touché un pays entier, et puis plus largement, plus indirectement, le monde.
mais on ne pouvait pas se laisser prendre par les émotions qu'on avait ressenties sur le moment ou qui remontaient quand on évoquait cette histoire et quand on lisait le scénario, quand les scènes à l'hôpital ou comme disait Jean, le discours du président Hollande, c'était des moments qui faisaient remonter beaucoup d'émotions, mais on ne peut pas parce que ce qu'on joue est beaucoup plus grand que nous. On a la responsabilité de jouer des hommes et des femmes qui ont été aux premières loges et qui ont défendu ce pays pendant 5 jours et puis après pendant des années, mais qui tous les jours, encore aujourd'hui, sont tâchés de nous protéger, qu'on ne voit pas, dont on ne connaît pas les noms, qu'on ne connaîtra probablement jamais, mais on a la sensation et la responsabilité de devoir représenter quelque chose de plus grand. Et c'est beau et c'est intéressant parce que du coup, ça nous renvoie à une forme d'humilité obligatoire, finalement, qui nous permet de pas en faire trop, de pas en tant qu'acteur aller vers cet égoïsme qu'on a tendance à avoir certaines fois, de vouloir être au top d'une scène ou aller plus loin pour pouvoir se montrer mieux. Là, il y avait une nécessité, une urgence en fait de simplement être fidèle et le plus vrai possible, je pense. Merci beaucoup. Merci. Alors, je crois qu'il y a une question. Là, bonjour. Question du Brésil. Une question pour Jean Dujardin et Cédric Jiménez. Lorsqu'on voit un film concernant une unité spéciale qui essaie de mettre la main sur des terroristes, on pense tout de suite à des héros, à l'héroïsme. Mais je pense que votre film va au-delà de cela. Question. Quelle est la place de l'héroïsme dans un film comme le vôtre? Oui. Alors, finalement, quand un événement pareil arrive, d'abord il y a le choc. Ensuite, il doit y avoir une réponse, forcément. Et la responsabilité de ces gens est immense. Elle est presque inhumaine, elle est écrasante. Retrouver 2 hommes dans l'ensemble de l'Île-de-France sans connaître où ils sont, évidemment, ni leur identité, c'est quasiment une mission impossible, avec une possibilité d'échec qui est égale à 0, puisque l'échec signifierait de nouvelles attaques, donc de nouveaux morts. Donc, ne serait-ce qu'en ça, ils peuvent être considérés comme des héros. Mais moi, je ne voulais pas en faire des héros, c'est pas l'idée du film. Et puis surtout, dans un événement comme ça, il n'y a que des perdants. Même si on arrive à la fin, même si on arrive à clôturer d'une certaine façon la situation, tout le monde perd. Il y a des morts, il y a une témoin qui va, quelque part, ça va bouleverser sa vie à jamais. Donc c'est pour elle aussi une déflagration très importante. Des flics qui ont même démissionné après ça, tant ça a été difficile, parce que ils se sont concentrés pendant 5 jours, il fallait aller au bout, l'enjeu était plus important que leurs propres conditions, mais le choc est immense, émotionnellement, pas dormir, et puis devoir y arriver avec cette possibilité permanente de nouvelles frappes. Le personnage d'Anaïs l'incarne aussi très bien. Donc pour moi, c'est pas des héros, c'est seulement des gens qui ont traversé 5 jours inimaginables, avec une responsabilité totalement écrasante et qui en ressortent tous d'une façon ou d'une autre abîmés, parce que dans un événement comme ça, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des perdants. Et évidemment, on pense surtout à ceux qui ont laissé leur vie, mais il ne peut pas y avoir de héros là-dedans, c'est pas possible. Le terme en lui-même ne colle pas du tout à la situation. Jean, la question vous était également un peu adressée. Oui. Mais vous avez droit à un joker, comme dans toute émission. Non, c'est pas, non, je vais pas me défiler. Non, mais il a raison, effectivement, il a tout résumé. C'est pas tellement des héros, on n'est pas en train de parler d'une personne ou 2 personnes, on est en train de parler peut-être d'un acte héroïque, oui, au bout, peut-être, in fine, c'est peut-être ça, effectivement, c'est la pyramide et c'est le fait d'être, c'est peut-être le collectif qui est héroïque, voilà. Il devrait l'être dans la vraie vie, de toute façon, aussi, tous les jours. En tout cas, oui, on fait. Le collectif est héroïque, moi j'aime beaucoup cette phrase. Madame, bonjour. Bonjour à tous et merci, félicitations à l'équipe pour le film. Ma question est pour Cédric et ensuite pour Olivier. C'est la RTBF, la télévision belge. Vous avez tourné quelques scènes à Molenbeek. On sait que le terrain est encore très sensible là-bas, même pour nous, pour faire des reportages. Donc je voulais savoir comment ça s'était déroulé. Et également, on sait que du côté belge, il y a eu énormément de loupés au niveau de la brigade antiterroriste, puisque ça l'a
Abdeslam a pu traverser la frontière, l'air de rien. Vous l'évoquez dans votre scénario, mais le film s'arrête sur cette photo. Donc je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi de ne pas évoquer sa traque à lui, qui était très importante à l'époque aussi. Merci. Peut-être une suite avec Salah Abdeslam. Merci. Olivier, peut-être déjà sur ce point. Je commence rapidement sur ce point. Tout simplement parce que l'enjeu, c'était vraiment les 5 jours qui ont mené du 13 novembre au 18 novembre et à l'assaut à Saint-Denis, et qu'à ce moment-là, Salah Abdeslam, de ce que j'en sais, l'ASDAT a confié à la police belge sa traque le temps que la situation soit réglée en Ile-de-France. Donc on l'évoque parce que ça a été une piste importante au début, mais ensuite elle n'a plus lieu d'être dans le scénario, même si on l'évoque avec le tableau final et qu'il est aussi évoqué dans un panneau, je crois, à la fin. Mais oui, c'est un autre développement. Voilà. Donc à Molenbeek, déjà, on n'a eu aucun problème. Hein. C'était un tournage comme les autres, même plutôt très agréable. On a voulu aller là-bas parce que c'est là-bas que ça s'est passé et que tant qu'à être à rester dans le réalisme, on a préféré rester dans ce quartier-là. Même si on ne l'évoque pas, on le voit pour ceux qui connaissent, mais on l'évoque pas. Et concernant Abdeslam, Olivier a bien résumé la raison pour laquelle on ne fait pas la traque d'Abdeslam en parallèle, parce que elle s'est plutôt déroulée après ces 5 jours. Et la dernière image est sur lui, parce que justement, il est le dernier membre des commandos à ne pas avoir été arrêté, enfin en tout cas qu'il reste à trouver. Donc c'est pour ça que quand Jean finit le film en disant « cette enquête ne fait que commencer », ça incarne un peu ça. De rien. Merci beaucoup. Une question là, juste. Bonjour. Bonjour, Florencia Ángeles de la W Radio de Colombie. Question pour Jean. On est habitué à vous voir dans des films de comédie. Pourquoi vous avez choisi ce film, ce personnage, même si je sais que vous jouez en autre chose. Hein. Et aussi, comment est-ce que vous avez préparé les scènes au Maroc? Vous parlez le marocain, comment c'était déroulé? Merci. Non, parce que j'ai l'impression que je le fais depuis en fait pas loin de 20 ans maintenant. Ça, j'ai toujours alterné, je crois, les comédies et les films un peu plus sérieux. Pourquoi je fais ça? Pourquoi? C'est juste parce qu'en fait, non, parce que je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas de compte. Enfin, c'est pas un contre-emploi, c'est mon emploi d'essayer de faire beaucoup de choses. Voilà, en tout cas, je ne sais pas si j'y arrive, mais j'ai envie de tenter et d'avoir des émotions nouvelles à chaque fois. Aussi parce que le scénario était très bon et que parfois je lis aussi mes scénarios comme un spectateur. C'est-à-dire que c'est des films que j'ai envie de voir, donc pour les voir, je vais les faire. Donc je rencontre le metteur en scène. En l'occurrence, on se connaissait déjà puisqu'on avait fait la French ensemble. Je connais son abattage, je connais sa vision et son sang. Et ça, c'était aussi ce qu'on attend. Et voilà, je préfère faire un film aussi comme ça plutôt qu'une mauvaise comédie un peu gênante. Et alors, en ce qui concerne l'arabe, j'avais déjà effectivement appris l'arabe pour OSS. Je chantais Bambino. Ça reste, hein, ça colle encore, hein, je l'ai. Hein, je peux vous le faire si vous voulez. Oui. Non. Non, ne les tentez pas. Non. Je serai à Mulhouse le 27 et à Strasbourg le 28. Mais non, j'aime bien ça en fait. J'aime bien apprendre. Vous savez, j'aime bien apprendre en fait dans ce métier. Voilà. Donc j'ai des bons coachs et j'essaie de faire l'illusion. Et non, nous avons tourné pas au Maroc, à Athènes. Alors, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, Gérard Chargé, Cinézoom. C'est une question pour Cédric. Moi, j'aimerais savoir, en tant que réalisateur, quand on aborde un tel sujet, j'aimerais savoir, justement, techniquement, on sait que vous êtes un réalisateur qui aimait l'action, qui aimait bien mettre en scène les choses. Est-ce qu'on aborde différemment les choses avec un sujet comme ça, au niveau de la réflexion, de la réalisation pure? Oui. Alors, ça continue à nous ressembler, mais je voulais l'aborder avec énormément d'humilité, énormément de sobriété, donc de ne jamais mettre d'emphase, en tout cas que ma mise en scène ne soit jamais au-dessus du sujet.
Ça, c'était le maître mot, de rester très sobre, très simple finalement dans un sens, tout en gardant le rythme, et qui est un peu ma grammaire, et l'immersion. Donc je voulais rendre compte d'une forte immersion, mais tout en restant humble, sobre, et que jamais il y ait d'emphase, que la mise en scène ne prenne jamais le dessus sur le sujet. Ça, c'était très important. Avec ce moment magnifique qui est celui de l'interrogatoire de Samia, où là, effectivement, vous posez les caméras, il y a un découpage, il y a un côté presque tragédie à ce moment-là, puisque le personnage est un peu écrit aussi, même s'il est issu de la réalité sous cette forme-là. Et ça, c'est une scène aussi magnifique. C'est-à-dire que subitement, vous changez un tout petit peu de grammaire, entre guillemets, pour poser une scène pivot autour de laquelle, évidemment, et Anaïs et Jérémy, enfin voilà, il y a une triangulaire que je trouve magistrale aussi en termes de mise en scène et de sobriété. Voilà, c'était mon côté fan. Un petit quart d'heure amoureux. Bonjour. Bonjour, je suis Asaba, je suis journaliste pour Forbes France. Merci pour le film. Moi, j'ai une question pour tout le monde. Tout à l'heure, Sandrine Kiberlin a dit que c'était un film pour ne pas oublier. Est-ce que c'était une volonté de rendre hommage à tous ces métiers qui sont peut-être moins vus et moins appréciés aujourd'hui, et comment eux ont reçu le film? Merci. Alors, évidemment, rendre hommage, c'est toujours un terme un peu fort, mais en tout cas pour montrer aux gens le travail qu'ils effectuent dans l'ombre, c'est important, parce que je pense que ça intéresse les gens de le savoir, déjà, et que ce sont des métiers importants, évidemment. Ensuite, ils n'ont pas encore vu le film, parce que vous êtes les premiers à le voir. C'était la première projection officielle hier, donc je pourrais vous répondre dans quelques semaines, mais là, je ne peux pas répondre à ça. C'était une question pour tout le monde, donc celles et ceux qui veulent répondre effectivement sur cet hommage, il est indéniable que c'est une population qui n'est pas suffisamment aimée, ou en tout cas suffisamment accompagnée, trop souvent conspuée dès qu'il y a un petit dérapage, mais trop d'amalgame. C'était important effectivement aussi de réhabiliter ces corps de métier. Il faut rendre à César. Et on fait tous des erreurs. Et il y a une façon de parler de la police et des services publics. Là, on suit les faits. Ce que dit Cédric, c'est qu'il a choisi la sobriété, mais il a choisi aussi de ne pas tricher avec l'histoire. Donc, on voit des erreurs qui sont faites tout le long du film, mais on voit aussi la vocation et l'implication que ça représente, que d'être au cœur de cette enquête et d'aller au bout de cette enquête pour les trouver. Enfin, on sent quand même que ça devient une priorité et qu'ils en font leur priorité. Je pense qu'ils n'ont plus d'intimité, qu'ils n'ont plus... D'ailleurs, la femme que je joue en parle souvent du fait qu'elle n'a pas vraiment d'intimité. Et parce que c'est une vocation, c'est une passion. J'allais dire comme un chirurgien sauve des vies. Là, c'est de cet ordre-là, quoi. Donc on peut aussi parler de ce qui est positif et fort pour la société et important pour nous, et une façon de nous protéger qui est assez méconnue et qui là est au devant, qui est dans la lumière, et c'est assez beau de le faire aussi. Ouais. Oui, bien sûr. Vous avez le droit. Pour rebondir sur ce que dit Sandrine, c'est vrai que ce qui était très beau aussi et que j'ai découvert en faisant le film, c'est d'incarner des personnages qui ont cet engagement, quoi, qui poursuivent comme ça une sorte d'idéal en fait pour le collectif, pour la société, et qui s'engagent personnellement, intimement. Et moi, mon personnage, je l'aime beaucoup pour ça, quoi, aussi, parce que c'est vrai qu'elle fait des erreurs, mais je vois avant tout qu'elle est dédiée à son travail, et c'est beau. Samy ? Oui. C'est important aussi, vous incarnez une autre génération, une autre France, entre guillemets. C'est important aussi, parce que la diversité, elle est au cœur aussi du film. Alors, je sais qu'après les attentats de Charlie Hebdo, la police a réfléchi justement à faire entrer de façon plus inclusive des jeunes issus de la diversité, j'aime pas le mot, mais d'avancer plus vite, des femmes. C'est important aussi de faire partie de ce genre de projet. Oui, complètement. Puis Cédric le montre très très bien dans le film. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lu le scénario, au début, j'avoue que j'ai eu peur, parce que le sujet, parce que mes origines, et peur du rôle, de découvrir le rôle que je devais jouer, qu'est-ce que c'était, pardon. Et je trouve qu'il le montre très bien. Il n'y a aucun moment où
où pour moi, en tant que jeune garçon d'origine arabe, j'ai eu le sentiment d'être un flic arabe, en fait. C'est vrai. Je fais partie... Cédric, il montre le collectif de cette équipe, de ce service, et il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de... C'est ce que je pense qu'il se passe vraiment à l'ASDAT, c'est-à-dire que c'est un groupe de personnes qui sont là, comme vous le disiez très bien, par vocation, dont le but est vraiment de protéger leur pays, et qui mettent juste... entièrement leur être au service de cette cause et j'ai trouvé ça génial de pouvoir le représenter. Donc j'ai jamais eu un sentiment d'être là pour une raison particulière, juste de pouvoir avoir une chance de servir le collectif et servir l'histoire en fait. Olivier, vous me disiez effectivement que ça avait été un changement après les attentats de Charlie Hebdo, parce que cette diversité, cette représentation plus complète, on va dire, de la société française est indispensable, manquait un peu dans certains secteurs et a fortiori celui de l'antiterrorisme. Oui, il y a eu une mutation après Charlie, avec un recrutement de nombreuses jeunes troupes issues de différentes polices judiciaires qui étaient quand même déjà très formées et qui ont rejoint progressivement durant l'année 2015 et qui ont été vraiment sous le feu pour la première fois le 13 novembre. Et qui se sont retrouvés pour la plupart des jeunes avec la nécessité de réagir très vite, d'apprendre des méthodes très vite, et qui étaient soumis à l'autorité de leur commissaire au-dessus qui savait comment la procédure fonctionnait. Donc quelque part, le récit s'inspire quand même de la manière dont cette année 2015 s'est déroulée. Ça apporte de la dramaturgie, hein, ça apporte des affrontements, on le voit bien entre Jean par exemple et Anaïs, leur personnage. Effectivement, c'est deux méthodes, c'est deux façons de voir, c'est deux expériences différentes. C'est aussi un conflit de génération. Voilà, et ça apporte, outre l'histoire en elle-même, des choses de l'ordre de la dramaturgie. Différence d'âge. Ah mais je n'ai pas du tout parlé d'âge, chère Sandrine. Reprenez mes propos. Il y a encore une question, pardon. C'est la dernière. C'est la dernière. You will be the last one. Théorie Beton pour les Inrecuptibles. Ma question s'adresse à Cédric Jiménez. Je voulais savoir de quelle manière les débats occasionnés par Bac Nord ont changé peut-être quelque chose en vous. Est-ce qu'ils ont nourri votre approche sur ce film? Et par ailleurs, est-ce que vous pouvez expliquer le choix de ne pas avoir donné le rôle d'Abaoud à un acteur visible à l'écran? Pourquoi avoir choisi qu'il soit hors champ? Merci. Alors, les débats sur Bac Nord. Bon, d'abord, j'ai fait le film avant que Bac Nord sorte. Donc, il n'y avait pas de débat sur Bac Nord, puisque les débats ont commencé mi-juillet, et j'ai fini le film début août. Donc, moi, je ne fais pas le film en pensant à ce que les gens peuvent, en anticipant ce que les gens vont en penser. Surtout pas quand c'est certaines attaques qui me semblent parfois un peu déplacées ou en tout cas injustifiées. Donc moi je fais des films parce que j'y crois, parce que je crois au sujet, parce que je pense que c'est important, parce que je pense qu'il faut les faire, parce que je peux me lever tous les matins en pensant au film, me coucher tous les soirs en pensant au film, parce que je suis passionné par ce que je fais. Donc c'est ça la raison pour laquelle je fais un film, et pas en essayant de plaire à qui que ce soit, même si on préfère plaire que l'inverse, évidemment. Mais c'est pas le moteur principal. Et pas choisir d'avoir incarné Abaoud, la raison est très simple, c'est que eux l'ont jamais vu, l'ASDAT, en 5 jours. Ils ne l'ont jamais vu. La seule fois où ils l'ont vu, c'est dans la vidéo de Croix de Chavaux, donc qui est à l'image, mais ou sinon ils ne l'ont jamais vu. Ils cherchaient un homme dont ils ne connaissaient pas le visage, ni l'identité dans un premier temps, et ensuite, pendant l'assaut de Saint-Denis, il n'est pas sorti de l'appartement, ils se sont fait sauter, donc l'ASDAT eux-mêmes ne l'ont jamais vu, et compte tenu du fait que je suis dans le point de vue de l'ASDAT, je ne l'ai pas montré, tout comme eux ne l'avaient pas vu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Non? Oh là, je vais me faire engueuler par Grace, qui a eu un nom très sévère. Oui, il y a encore une main qui se lève. Voilà, allez, monsieur. Je prends d'autorité. Moi aussi, je peux avoir un côté comme ça très viril. Bonjour, Serge Bellèche, Kiné.presse. Je voulais savoir si le fait que le film va sortir en même temps que le procès va jouer l'un sur l'autre. Est-ce que ça vous inquiète, ça? Moi m'inquiète, non. Le film et le procès sont, Dieu merci, deux choses très différentes. Tout d'abord, le film raconte 5 jours. L'instruction judiciaire et l'enquête a duré 4 ans et demi, 5 ans. Donc, ce qu'il y a dans le film n'est pas un dixième, même 1% de ce qu'il y a dans l'instruction judiciaire. Donc, non, je ne vois pas pourquoi ça se percuterait. Ensuite, certainement que le projet sera même terminé quand le film sortira. Donc, difficile de répondre à cette question avant que ça arrive. Mais
D'abord, j'espère que non, mais je pense que non aussi. Olivier, tu as un truc à rajouter là-dessus? Non. Non, mais je pense que le procès sera terminé en juillet, normalement. Donc, Les plaidoiries ont lieu actuellement. Voilà. Donc, effectivement, au Donc moins le dans film ça. sortira après, on connaîtra le verdict et ces 5 jours-là ne représentent pas. Enfin voilà, c'est pas ça. Le procès, c'est pas ces 5 jours-là. Hein, voilà. oui, c'est une infime partie de ce procès. Oui. Le film sort en novembre, hein, si mes souvenirs sont bons. Début octobre. Début octobre, pardon. Je crois que malheureusement, nous devons, non pas rendre l'antenne, mais rendre la salle. Je vais vous remercier en tout cas et remercier en votre nom, évidemment, Olivier, Samy, Sandrine, Jean, Cédric, Anaïs et Lina, d'avoir eu la gentillesse et la générosité et le talent de participer ce matin à cette rencontre. Merci à toutes, merci à tous et bonne suite de festival.